À l'automne de l'an 867, une reine viking est traînée dans les rues boueuses de Nottingham sous les huées de la foule. Elle s'appelle Elwyn, et à peine 3 semaines plus tôt, elle dirigeait encore une flotte de 40 dracars. Désormais capturée, elle subit la brutalité des soldats saxons qui l'exposent publiquement, tandis que les habitants lui jettent des détritus et des déchets immondes. Pourtant, cette humiliation n'est que le début. Le sort réservé aux reines vikings prisonnières par les anglo-saxons dépassait largement ce que l'histoire enseignée laisse entendre. Derrière le silence des chroniques se cache une réalité volontairement occultée pendant plus d'un siècle par les historiens modernes. À cette époque, entre 865 et 878, l'Angleterre faisait face à la grande armée païenne, la plus vaste force d'invasion viking jamais rassemblée. Contrairement aux idées reçues, les femmes vikings de haut rang n'étaient pas de simples figures symboliques. Des fouilles archéologiques menées en 2017 à Birka, en Suède, ont confirmé par l'ADN que certaines femmes enterrées avec des armes et des équipements militaires étaient de véritables combattantes. Ces femmes commandaient des raids, gouvernaient des territoires et prenaient les armes, à l'image de figures documentées par l'historien Saxo Grammaticus. Lorsque ces reines et nobles guerrières furent capturées, les Saxons ne les traitèrent pas comme des prisonnières de guerre, mais comme des instruments de terreur politique. Leur punition visait moins la mort que la destruction de l'honneur, valeur centrale dans la culture nordique. Elles étaient dénudées en public, rasées, dépouillées de leurs bijoux fondus au profit de l'Église, dans un rituel destiné à briser leur identité et leur pouvoir spirituel. Pour les Vikings, l'apparence, les cheveux et les ornements représentaient la chance, le statut et la force intérieure, ce que les Saxons cherchaient précisément à annihiler. Des fouilles menées à Repton, ancien camp d'hiver de la Grande Armée, ont révélé une fosse commune contenant plus de 200 corps, dont plusieurs femmes enterrées face contre terre, une position considérée comme une malédiction empêchant l'âme d'accéder à l'au-delà. Ces pratiques montrent que l'objectif n'était pas seulement d'éliminer l'ennemi, mais de détruire son héritage spirituel. Une figure mystérieuse, désignée uniquement comme la reine païenne, apparaît à plusieurs reprises dans différentes chroniques saxonnes, preuve que son destin a marqué les esprits, même si son histoire a été volontairement dissimulée. Son nom a été volontairement effacé des manuscrits, littéralement gratté à l'encre, comme si quelqu'un, des siècles plus tard, avait jugé son identité trop dangereuse pour être conservée. Et pourtant, ce n'était que le début. Ce que les Saxons firent ensuite transgressait toutes les règles médiévales de la guerre, contredisait chaque principe chrétien de miséricorde et franchissait les limites même de la décence humaine. On pourrait croire qu'à un moment, ces femmes furent libérées, car les échanges de prisonniers étaient courants à l'époque. Mais ce ne fut pas le cas. Les Saxons mirent en place un système bien plus froid et méthodique. Ils transformèrent les femmes royales en biens exploitables. En 871, une reine viking nommée Sigrid fut capturée lors de la bataille de Wilton. Veuve d'un jarl norrois et mère de 3 fils encore engagés dans la grande armée païenne, elle représentait un otage de valeur. Selon les usages, une rançon aurait dû être négociée. Au lieu de cela, elle fut discrètement vendue. Les chroniques anglo-saxonnes parlent d'un « mariage chrétien » organisé par le roi Alfred, mais la biographie d'Alfred écrite par le moine Assé, qui connaissait personnellement le souverain, révèle une réalité bien différente. Sigrid fut contrainte d'épouser un noble saxon nommé Ealdorman d'Elwolf, baptisé contre son gré, renommé, puis enfermé dans un domaine du Wessex. Ses enfants furent pris comme garantie, et son plus jeune fils, à peine âgé de 8 ans, fut placé dans un monastère pour être élevé dans la foi chrétienne, coupé de ses racines et conditionné à renier son héritage. Ce cas n'était pas isolé, mais relevait d'une politique systémique. Des analyses ADN menées sur des sépultures datant de la fin du X siècle à Oxford ont mis en évidence des femmes portant des marqueurs génétiques scandinaves, enterrées selon des rites chrétiens, ornées de bijoux saxons, aux côtés de nobles anglo-saxons. Ces femmes n'étaient ni des pillardes ni des migrantes volontaires. Elles étaient des captives, des épouses forcées, des leviers politiques. Les Saxons avaient instauré une véritable économie de l'otage, où épouser une femme norroise permettait d'absorber ses richesses, d'élargir son territoire et d'utiliser ses enfants comme moyen de pression sur les forces vikings encore actives. Plus sombre encore, ces femmes furent intégrées à ce que l'on pourrait qualifier de programme de reproduction idéologique. Les Saxons pensaient qu'en les contraignant à enfanter des enfants chrétiens, ils dilueraient progressivement les lignées vikings et assimileraient la culture nordique. Un récit conservé au monastère de Lindisfarne évoque une femme viking qui refusa de s'alimenter pendant 11 jours après son mariage forcé. Les moines notèrent qu'elle fut nourrie de force jusqu'à tomber enceinte, justifiant cet acte par l'idée qu'un ventre païen portant un enfant chrétien est purifié par la souffrance. Pour eux, la grossesse imposée était une forme de salut. La plupart de ces femmes ne revirent jamais leur terre natale.
Elles moururent en exil, entourées d'hostilité, élevant des enfants à qui l'on enseignait de mépriser le sang de leur mère. Pourtant, l'une d'entre elles refusa de céder. Son nom était Ingrid Ragnarosia, reine, guerrière et mère d'un fils destiné à devenir l'un des chefs vikings les plus redoutés de l'histoire. Capturée en 869, elle fut soumise aux mêmes tentatives de soumission que les autres, mais elle résista. Durant 2 années de captivité à Nottingham, selon des annales fragmentaires croisées, elle refusa toute conversion, toute collaboration, toute nourriture préparée par des Saxons et tout mariage imposé. Face à son obstination, ces geôliers eurent recours à des mesures irréversibles. Ils pratiquèrent le hobbling, une méthode barbare consistant à sectionner les tendons derrière les chevilles afin de rendre la victime définitivement infirme, incapable de fuir ou de combattre. Mais même cela ne brisa pas Ingrid. Et selon des sagas nordiques longtemps écartées par les historiens, ce qui lui fut infligé ensuite déclencha une vengeance si dévastatrice que l'Angleterre en porta les cicatrices pendant un demi-siècle. Fait troublant, les preuves archéologiques confirmant cette histoire n'ont été mises au jour qu'en 2019. Jusqu'à récemment, on pensait que c'était une exagération, mais on a découvert qu'il lui avait également crevé un œil. Ce n'était pas une cruauté aléatoire, c'était symbolique. Dans la culture nordique, Odin avait sacrifié un œil pour acquérir la sagesse. En aveuglant une reine, les Saxons se moquaient de ces dieux. Pendant des années, les historiens considéraient ces récits comme de la propagande, exagérée par les descendants vikings pour justifier leur propre violence. Mais en 2019, des archéologues légistes étudiant des restes dans un cimetière de Nottingham ont fait une découverte choquante. Un squelette féminin daté entre 865 et 875, portant des marqueurs génétiques scandinaves. La femme avait entre 35 et 40 ans à sa mort, et ses os racontaient une histoire terrifiante. Les tendons d'Achille étaient tranchés volontairement, et les traces de guérison indiquaient qu'elle avait survécu à cette blessure pendant au moins 18 mois. L'orbite de son œil gauche montrait des signes de cécité intentionnelle, et son avant-bras droit avait été fracturé et mal ressoudé, probablement à la suite de blessures défensives non traitées. Ce n'était pas une blessure de bataille, c'était une torture délibérée, systématique et prolongée. Mais le détail qui a fait les gros titres, ce sont ses dents. L'analyse dentaire a révélé qu'elle portait du fil d'or passé dans ses dents, pratique réservée à la royauté nordique. L'or avait été brutalement arraché, laissant des traces sur l'émail et l'os de la mâchoire. Les Saxons avaient tenté d'effacer son identité en arrachant les symboles de sa royauté. Le chef archéologue du projet, le docteur Helena Morrison, écrivait dans son article « Le schéma des blessures suggère que cette personne a été systématiquement mutilée sur une période prolongée. L'intention n'était pas l'exécution, mais la défiguration permanente et la souffrance prolongée. » La reine Ingrid mourut en 871, toujours prisonnière, toujours indomptable. La chronique anglo-saxonne mentionne sa mort en une seule ligne, la femme païenne périt en hiver. Mais les Saxons ont commis une erreur fatale. Son fils survécut et se souvint de tout. Ce fils, Ivar Ragnarsen, connu sous le nom d'Ivar le Désossé, fit un serment consigné dans plusieurs sagas nordiques. Chaque noble saxon ayant participé à la torture de sa mère serait retrouvé et subirait le même sort. Entre 871 et 878, Ivar lança ce que les historiens appellent la « grande rétribution », un terme académique édulcoré pour décrire une vengeance méthodique et systématique. Les sagas, notamment le Ragnarosa, décrivent Ivar tenant des listes détaillées, noms, lieux, crimes. Il ne frappait pas au hasard, mais ciblait des domaines spécifiques, des familles précises, et même des femmes, avec des châtiments proportionnés aux crimes. Par exemple, l'épouse d'Ildorman Ethelwolf, qui avait épousé la reine viking captive Sigrid, fut retrouvée en 873 avec la tête rasée et son corps exposé au centre du domaine de son mari en flammes. L'abbesse d'un monastère de Mercie, responsable de l'alimentation forcée des femmes enceintes captives, fut punie de manière à comprendre la souffrance qu'elle avait infligée, une expression qui suggère une alimentation forcée jusqu'à la mort. Fait remarquable, des preuves archéologiques corroborent ces récits. Plusieurs tombes collectives saxonnes des années 870 montrent des violences ciblant spécifiquement des femmes de haut rang, notamment dans le Mercie, le nord de l'Umbrie et les Anglis. Une tombe près de Repton, fouillée en 2003, contenait les restes de 14 femmes saxonnes, toutes enterrées ensemble, dont 8 présentaient des mutilations correspondant aux châtiments décrits dans les sagas. Ce n'étaient pas des victimes civiles aléatoires, c'étaient des meurtres de vengeance ciblés. Et ça fonctionna. En 878, les Saxons étaient désespérés. La grande armée païenne avait conquis une grande partie du nord de l'Angleterre.
Le roi Alfred, qui supervisait auparavant le système d'otages, changea de stratégie et se tourna vers la clémence. Le traité de Wedmore en 878 ne se contenta pas de diviser l'Angleterre entre territoires saxons et vikings. Il incluait des clauses précises sur le traitement des prisonniers, stipulant que les femmes captives devaient être traitées selon leur rang, conserver leurs pratiques religieuses et être rachetées plutôt que forcées à se convertir. Ce n'était pas de la charité chrétienne, c'était une terreur pragmatique. Alfred avait vu ce qui arrivait quand on brutalisait des reines vikings et avait observé les campagnes de vengeance qui s'ensuivaient. La loi des Danois, dans la région où la loi viking s'appliquait, a été directement influencée par ce cycle de brutalité et de vengeance. Les Vikings ne se contentaient pas de conquérir des territoires. Ils s'y installaient durablement, car retourner chez eux signifiait exposer leurs femmes à la capture et à la torture. Les études génétiques sur les populations anglaises modernes le confirment. Dans le nord et l'est de l'Angleterre, les marqueurs ADN scandinaves sont beaucoup plus répandus qu'on ne le pensait. Il ne s'agit pas seulement de descendants de pillards vikings, mais de familles vikings qui ont choisi de s'installer définitivement plutôt que de risquer la captivité de leurs femmes par les Saxons. Selon le Dr James Crawford de Cambridge, la brutalisation des femmes nobles vikings capturées dans les années 860 à 870 a directement conduit à l'installation permanente des Scandinaves en Angleterre. La peur de campagnes de torture répétées rendait toute retraite impossible. Les Saxons ne se sont pas seulement fait voler des territoires, ils ont transformé de manière durable la génétique et la culture anglaise par leur propre cruauté. Après 878, l'ADN révèle que ces pratiques s'arrêtent. Plus de mariages forcés, plus de prises d'otages, plus de campagnes de reproduction. Pourquoi? Parce qu'Alfred savait exactement ce qui se passerait si cela continuait. La vengeance déclenchée par le fils de la reine Ingrid n'a pas seulement changé les frontières de l'Angleterre, elle a changé son âme. Ce qui s'est réellement passé au Moyen-Âge, c'est que la brutalisation des reines vikings capturées n'était pas un incident isolé. C'était une politique systématique, une déshumanisation calculée pour briser la volonté de l'ennemi et absorber sa culture. Mais cela a eu l'effet inverse. Entre 865 et 878, le cycle de torture et de vengeance a tué des milliers de personnes, remodelé la scène politique anglaise et créé des divisions culturelles durables pendant des siècles. La loi des Danois n'était pas seulement un territoire conquis, mais un rappel vivant que la brutalité engendre la brutalité. Et cela résonne encore aujourd'hui. Dans le monde entier, quand des leaders capturés sont brutalement traités, quand des prisonniers sont torturés ou que des femmes sont abusées comme armes de guerre, les conflits ne prennent pas fin. Ils se perpétuent sur des générations, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe de l'Est ou en Afrique centrale. L'humiliation engendre la vengeance entraîne la réplique, et la réplique nourrit la haine durable. Les anglo-saxons pensaient agir stratégiquement en brisant les reines vikings pour briser la résistance viking, mais ils ont créé un ennemi qui ne pardonnerait jamais, n'oublierait jamais et ne s'arrêterait jamais tant que justice, aussi brutale soit-elle, ne serait pas rendue. Alors, si vous étiez le fils de la reine Ingrid, si vous aviez vu votre mère torturée pendant des années en captivité, qu'auriez-vous choisi? La clémence ou la vengeance? Auriez-vous brisé le cycle ou en seriez-vous devenu une partie? Réfléchissez-y, car l'histoire que l'on vous enseigne à l'école n'est jamais toute la vérité, c'est ce qu'on a essayé de cacher. Cette histoire nous rappelle que l'impact des choix violents dépasse largement le champ de bataille. Chaque acte de cruauté engendre des réactions qui se répercutent sur les générations suivantes. Les sociétés ne sont pas façonnées uniquement par les victoires militaires, mais aussi par les blessures laissées dans la mémoire collective. Les Vikings et les Saxons nous offrent un exemple ancien, mais chaque époque connaît ses cycles similaires. Lorsque la violence est utilisée comme outil stratégique, elle finit par se retourner contre ceux qui l'emploient. Aujourd'hui encore, les chercheurs observent ces motifs dans les conflits contemporains. La répétition des représailles, la radicalisation des groupes touchés et la transmission intergénérationnelle des ressentiments suivent la même logique que celle observée en Angleterre au IXe siècle. Comprendre cette dynamique peut aider à prévenir l'escalade et à chercher des solutions qui brisent réellement le cycle de la haine. L'histoire des Vikings et de l'Angleterre médiévale n'est pas seulement un récit lointain, c'est un avertissement pour notre monde moderne. Enfin, ce qui ressort le plus, c'est l'importance de l'empathie et de la mémoire. Les leçons de cette époque ne résident pas seulement dans la stratégie ou la génétique, mais dans la manière dont les sociétés choisissent de traiter les autres êtres humains. La vengeance peut sembler justifiée, mais elle crée toujours de nouvelles douleurs et de nouvelles divisions. Et dans chaque conflit, qu'il soit ancien ou actuel, la véritable force réside dans la capacité à interrompre le cycle, à transformer la mémoire de la violence en leçon durable et à construire un futur qui ne répète pas les erreurs du passé.
Mais la mémoire de ces événements ne se limita pas aux seuls descendants vikings. Les chroniques saxonnes, souvent minimisées ou présentées comme neutres, contiennent encore des indices de peur et de respect mêlés. Certains moines, écrivant des décennies plus tard, mentionnent des ombres revenant dans les forêts du Mercie et du Northumbrie, des guerriers venus du nord dont la colère semblait hanter les campagnes et les villages. La peur de représailles n'était pas un mythe. Elle s'ancrait dans la vie quotidienne, façonnant la manière dont les dirigeants saxons négociaient, administraient et exerçaient leur autorité. Dans les décennies qui suivirent, les descendants des reines vikings captives devinrent des figures légendaires, des symboles de résilience et de résistance. Les histoires de leur souffrance et de leur détermination à ne jamais se soumettre furent transmises oralement dans les familles, jusqu'à se mêler aux sagas officielles des royaumes scandinaves. Ingrid Ragnarosia, dont le courage avait défié la barbarie saxonne, devint l'exemple ultime de ce que signifiait ne jamais céder, même face à l'inhumanité la plus systématique. Son fils Ivar, devenu un chef redouté, inscrivit dans sa pratique politique et militaire la leçon fondamentale que la brutalité engendre toujours la résistance et la vengeance. Ces récits, longtemps considérés comme marginaux ou embellis, ont récemment été réexaminés à la lumière des découvertes archéologiques et génétiques. Chaque os, chaque dent, chaque artefact retrouvé raconte une histoire de conflit, mais aussi de survie et de mémoire. Les chercheurs modernes ont commencé à reconstruire une image plus nuancée de l'Angleterre médiévale. Loin d'être une succession de batailles et de conquêtes, la période était profondément marquée par des choix moraux, des cycles de violence et de représailles, et par l'impact durable des actes sur les générations futures. Ce regard renouvelé permet également de poser un parallèle avec notre monde contemporain. Les sociétés qui ont connu la guerre et la violence de manière systémique montrent des schémas similaires. L'oppression, la déshumanisation et la brutalité ciblée entraînent non seulement des réponses immédiates, mais des traumatismes intergénérationnels. Comprendre le sort des reines vikings et des femmes captives peut ainsi éclairer les mécanismes sociaux et psychologiques des conflits modernes. La mémoire historique devient alors un outil, non seulement pour narrer le passé, mais pour anticiper les conséquences de nos choix présents. Enfin, cette histoire invite à réfléchir à l'essence même de la justice et de l'empathie. La vengeance, bien qu'utile comme mécanisme de survie ou de dissuasion, ne crée jamais de paix durable. Le véritable apprentissage réside dans la capacité à reconnaître la douleur des autres, à rompre les cycles de violence et à construire des systèmes qui protègent la dignité humaine. Les reines vikings, malgré la brutalité qu'elles ont subie, demeurent des exemples intemporels de courage et de résilience, rappelant à chaque génération que la force ne réside pas seulement dans la conquête, mais dans la préservation de l'honneur et de la mémoire face à l'oppression. Algumas semanas eu venho notando uma piora no seu ânimo e na forma que você enxerga a vida ao seu redor. No começo, eu tentei ficar te fazendo companhia na Ford e fui pedindo ajuda com algumas coisas para te distrair. Depois, eu comecei a implicar com tudo que eu conseguia para ver se te tirava daqueles pensamentos que estavam te levando embora. Mas eu não posso mais ignorar o fato de você ter me dito que não pretende se curvar para nenhum fluxo, porque talvez a sua hora esteja chegando. Não me importa se você não quer fluir Rubrânia, de verdade. Eu sei que você sobrevive sem Rubrânia e sem fluxo algum. Apesar dos obstinados de Rubrânia serem os originais, nenhum de nós vai passar pelo treinamento, pela luta e pelos ensinamentos que você teve que passar. O microfone tá chiando? Tá mesmo? Pode estar oscilando, peraí que eu mexi uma opção. Deixa eu ativá-la de volta, então. Vai parar de oscilar. Aí. Perdão. Quebrei o clima.